Yes, I like to put a murder or a dead body or something in the alley. And I'm down the street at the farm. He threw her out, like he threw a gas tank on top of her, and the only thing you can see out is her feet. It's a cold case now roaring back to life. An accused serial killer charged in the deaths of at least 10 women and what authorities found in his home that has led them to believe there may be many more. Dans les années 80, l'ombre d'un redoutable tueur en série plane sur une zone particulièrement défavorisée de Los Angeles. Suspecté d'avoir tué entre 10 et 30 personnes, il ne sera pourtant identifié que plus de 2 décennies plus tard, alors pourtant qu'il a été arrêté à de nombreuses reprises dans le même laps de temps pour d'autres faits. C'est encore une fois grâce à la généalogie génétique qu'il a finalement pu être identifié 25 ans après ses premiers crimes. Et en parlant de généalogie, laissez-moi vous parler très brièvement du sponsor d'aujourd'hui. Pour ceux qui, comme moi, ont envie d'en savoir un petit peu plus sur leurs ancêtres, MyHeritage, le site numéro 1 en matière de généalogie, c'est le top. Même pas besoin d'avoir toutes les informations au préalable sur vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents. La base de données du site est telle qu'avec juste quelques petits recoupements, vous pouvez facilement compléter votre arbre. Et si vous pensez que c'est une tâche fastidieuse, eh ben même pas, parce qu'avec la fonctionnalité Smart Matches, MyHeritage recherche vos aïeux tout seul de son côté, et quand il trouve un truc, vous recevez une notification, et vous n'avez plus qu'à valider la trouvaille, ou l'invalider le cas échéant. Donc vraiment, avec assez peu d'efforts, vous pouvez obtenir des résultats probants très rapidement. En plus de ça, MyHeritage a une base de données de plus de 19 milliards de documents officiels plus ou moins vieux, qui vous permettent d'en apprendre encore plus sur vos ancêtres. Moi, par exemple, j'ai trouvé le certificat de décès du frère de mon arrière-arrière-grand-père qui est mort en 1845, à l'âge de seulement 1 an, le pauvre. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a de quoi faire, et si c'est facile de trouver les informations de base, il est aussi possible de creuser beaucoup plus si on veut, et plus on y passe de temps, plus il y a de choses à découvrir. À chaque fois, j'apprends de nouvelles choses. Mais il y a d'autres fonctionnalités sur MyHeritage, comme par exemple la création automatique d'une biographie pour n'importe lequel de vos ancêtres, en juste un clic. Et c'est plutôt cool parce que ça permet de situer la vie d'un aïeul dans le contexte économique et social de l'époque à laquelle il a vécu. Un petit aperçu de la biographie de mon arrière-arrière-grand-père paternel. Eugène est né en 1842 dans une France qui venait de connaître le coup d'État par Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra l'empereur Napoléon III. L'année 1842 trouvait la France dans les premières années du Second Empire français, une ère caractérisée par un règne autoritaire, mais aussi par la modernisation économique. En tant que mécanicien, Eugène participa à l'expansion industrielle qui balaya la France pendant la seconde moitié du 19e siècle. La croissance des chemins de fer et des usines créa une demande pour des ouvriers qualifiés comme lui. Son service à Sur-Moselle en 1862 impliquait probablement un travail lié à ce boom industriel. C'est quand même super intéressant d'avoir tout ce contexte, je trouve, pas vous? Et le meilleur pour la fin, l'outil de restauration d'images. C'est vraiment bluffant à tel point que des fois, on se croirait dans un épisode des experts. Démonstration, j'ai réussi à me procurer une image de celui qui dénigre ma non-chevelure. Très faible résolution, bruit, bref, l'image de base n'est pas exploitable en tant que telle. Eh ben, avec MyHeritage, en juste un clic, voilà le résultat. Maintenant, j'ai plus qu'à retrouver son nom et... Mais bon, le plus simple, c'est que vous alliez le tester par vous-même. Je vous laisse le lien en description qui vous permet de tester MyHeritage gratuitement pendant 14 jours. Et maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire vraie incroyable du Grim Sleeper. Générique. À l'époque, la grande région géographique qui s'étend du sud-sud-est de la ville de Los Angeles a pour nom South Central, et elle est considérée comme l'un des endroits les plus dangereux de la Cité des Anges américaine. La pauvreté fait rage dans la zone, les guerres de gangs sont omniprésentes et le trafic de drogue, notamment de crack et de cocaïne, bat son plein au coin des rues, ce qui ne fait qu'aggraver la forte défavorisation dont souffrent déjà les habitants. La population de South Central est majoritairement d'origine afro-américaine ou hispanique et sa communauté pense que c'est pour cette raison qu'il arrive fréquemment à la police de ne pas vraiment faire d'efforts pour résoudre les enquêtes portant sur les nombreux crimes qui y sont commis. Bref, vous l'aurez compris, c'est un terrain de jeu idéal pour les criminels en tout genre qui profitent à la fois du laxisme des autorités et du nombre de victimes potentielles qui s'offrent à eux. Cela dit, ce n'est pas ce contexte tendu qui préoccupe Enietra Margette Washington, parce que le 20 novembre 88, au crépuscule, elle est en route pour se rendre chez sa meilleure amie, Linda Lewis, qui doit l'aider à se changer les idées suite à une rupture. Cette femme de 30 ans est mère de 3 enfants et elle vient tout juste de se séparer de leur père,
avec qui elle était mariée depuis un bon moment, vu qu'ils s'étaient mis ensemble pendant leurs années de lycée. Alors, Enietra a bien été chez des cousins en Louisiane pour tenter de penser à autre chose, et elle aide même un papy de son quartier qui vient de perdre sa femme à passer cette épreuve, mais ce soir-là, elle a opté pour un autre plan, parce qu'elle compte bien se rendre à une fête. Pour rejoindre son amie, elle traverse le quartier résidentiel de Gramercy Park et marche le long de la Normandy Avenue, mais arrivée au niveau de la West 81e rue, où se trouve le DES Market, elle stoppe sa progression parce qu'un véhicule à l'esthétique singulière attire son regard. Il s'agit d'une Ford Pinto orange avec une bande blanche sur le capot qui, pour reprendre les mots d'Enietra, avait l'air d'un modèle réduit Hot Wheels. La voiture est garée et son conducteur se trouve au volant, donc il remarque assez rapidement que quelqu'un regarde dans sa direction, puis il en profite pour engager la discussion avec cette femme, qui a l'air d'apprécier tout particulièrement son véhicule. L'homme est en début de trentaine, il est plutôt bien habillé et propre sur lui, ce qui est assez rare dans le coin, et il demande à Enietra si elle veut monter avec lui dans la Ford Pinto pour aller faire un tour, mais elle décline. Il s'ensuit une petite joute verbale sur le ton de l'humour, un échange qui finit par persuader l'observatrice réticente qu'après tout, elle peut se laisser tenter. I let him take me. We started driving around and he was telling me, oh yeah, I just need to stop and go to my uncle's house to pick up some money. He pulled in front of this house. It didn't take that long. And he pulls away. He was talking and the music was on and he said something and I said, what? À partir de là, l'ambiance qui était auparavant assez agréable change parce que l'homme adopte une attitude radicalement différente. De poli et sympathique, il passe à froid et demande à Enietra pourquoi elle lui parle mal en l'appelant par le prénom d'une prostituée assez connue dans les environs. Elle trouve ça étrange, surtout étant donné que quelqu'un l'a déjà confondu avec cette femme quelques jours auparavant, mais le ton hostile du conducteur de la voiture ne l'effraie pas du tout simplement parce que l'endroit où elle a grandi l'a obligée à se forger un caractère bien trempé. Enietra réplique en lui demandant s'il sait à qui il s'adresse, mais elle était loin de s'attendre au genre de réponse que son interlocuteur lui a donné. Everything went quiet and I realized he shot me. I had been shot full blown in my chest and then he raped me. Pendant tout ce temps, la victime est en état de semi-conscience et elle tente vainement de se débattre contre son agresseur avant de remarquer la survenue de plusieurs flashs lumineux dans le genre de ceux qui émanent d'un appareil photo Polaroid. Enietra demande à être conduite à l'hôpital, ce à quoi l'homme lui répond qu'il ne le fera pas parce qu'il ne veut pas se faire prendre, et en effet, il ne lui témoigne aucune pitié. And then he pushed me out the car while he was driving away. I lay there a minute and I was like, gotta get up. La nuit étant déjà tombée, Enietra comprend vite que si elle veut avoir la moindre chance de s'en sortir, elle va devoir arriver chez Linda, qui, par chance, n'habite qu'à quelques pâtés de maison de là où elle a été abandonnée. La mère de famille puise alors dans ses dernières forces pour se relever et se met en route malgré sa grave blessure. Elle progresse lentement et doit s'appuyer plusieurs fois sur des voitures garées dans la rue pour ne pas tomber, mais contre toute attente, elle finit par arriver à destination. Malheureusement, sa meilleure amie est déjà partie à la fête avec son mari comme c'était initialement prévu et chez eux, il n'y a que leurs jeunes enfants qui sont effrayés parce qu'ils voient par la fenêtre, à savoir une femme couverte de sang qui crie à plein poumon. Résultat, ils n'ouvrent pas la porte et c'est finalement leurs parents qui trouvent Enietra en rentrant quelques heures plus tard, aux alentours d'1h du matin. Elle est allongée sur le palier, toujours consciente, mais elle tient des propos assez incohérents. Linda appelle immédiatement le 911 et l'équipe médicale dépêchée sur place parvient à stabiliser la blessée, puis la conduit à l'hôpital où elle est prise en charge et définitivement sauvée. Pendant sa convalescence, Enietra reçoit la visite d'inspecteurs du LAPD et elle leur décrit tout dans les moindres détails. Un précieux témoignage qui permet l'établissement d'un portrait robot de son agresseur, mais aussi du dessin de sa voiture, la fameuse Ford Pinto orange. Le truc, c'est que malgré la précision des informations recueillies, les recherches visant à isoler un suspect ne donnent rien. En fait, la police traite les crimes commis comme si la victime était une prostituée ayant simplement sollicité un client mal intentionné et semble peu intéressée par la résolution de l'affaire. Alors évidemment, Enietra s'en défend parce que c'est faux, mais de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, quand bien même ce serait le cas, ça ne justifierait en rien une telle agression et encore moins cette réaction de la part des policiers. Ce qu'elle ignore, c'est que si les autorités pensent qu'elle se prostitue, c'est parce qu'elle n'est pas la seule à avoir subi ce genre de traitement récemment, les autres victimes étant pour la plupart des toxicomanes qui avaient pour habitude de vendre leur corps afin de pouvoir s'acheter leur dose. Des femmes qui ont toutes été touchées par une ou des balles de calibre 25 tirées par le même genre d'arme que celle qui a servi à faire feu sur Enietra, par un homme qui a, à chaque fois,
suivi un mode opératoire très similaire. Un criminel qui sévit en fait à South Central depuis l'été 1985 et qui, depuis 3 ans, a déjà fait un nombre conséquent de victimes. À ce moment-là, pour la police, la première victime connue de l'homme, surnommée le tueur au calibre 25, est une femme de 29 ans, dont le corps a été découvert le 10 août 1985. Ce sont 2 enfants du quartier Vermont-Slauson, sortis pour jouer ce jour-là, qui tombent dessus, après s'être engagés dans une allée située près du 1017 West Gage Avenue. Il faut savoir qu'à cette époque, détritus abandonnés et autres décharges sauvages sont nombreux dans les recoins de South Central, tout comme les meurtres d'ailleurs. Alors, quand la police est prévenue puis envoyée sur les lieux, elle n'est pas étonnée de constater que le signalement n'avait malheureusement rien à canular. Une femme gît bel et bien inanimée dans la ruelle, majoritairement recouverte par un vieux morceau de tapis, comme si quelqu'un l'avait jeté là pour s'en débarrasser après l'avoir tuée, et c'est d'ailleurs la piste privilégiée par les autorités vu qu'il n'y a quasiment pas de sang sur place. Celui qui a déplacé le corps a été méticuleux parce qu'il n'y a aucune empreinte nulle part, que ce soit de doigts, de chaussures ou de pneus. L'éventualité qu'il s'agisse d'un meurtre faisant suite à une agression sexuelle est assez probable, vu que le haut de la victime est déchiré et son pantalon dézippé. Reste maintenant à savoir de qui il s'agit, parce que dans le sac qui a été abandonné près d'elle, il n'y a rien qui puisse permettre de l'identifier immédiatement. C'est donc une Jane Doe qui est laissée au médecin légiste et selon ses observations, le corps se trouvait dans l'allée depuis déjà plusieurs jours. La cause du décès est une blessure par balle, ou plutôt 3. La personne qui a pris sa vie lui a tiré 3 fois dessus, au niveau de la poitrine, avec une arme de poing semi-automatique de calibre 25. Cela dit, l'autopsie de la victime n'aide pas la police à faire la lumière sur son identité parce que ses empreintes digitales ne figurent pas dans leur fichier. Heureusement, un papier se trouvant dans son sac permet finalement d'amener un éclaircissement. Dessus, il y a quelques numéros de téléphone et en les composant un à un, les enquêteurs finissent par tomber sur la sœur d'une dénommée Debra Ronette Jackson, qui confirme que c'est probablement d'elle qu'il s'agit. Cette mère de 3 enfants travaillait dans un bar à cocktail et s'occupait aussi de sa grand-mère au moment de sa mort. En bref, elle avait une vie plutôt rangée, à une exception près, celle de sa relation avec sa petite amie, qui était assez conflictuelle. La police se tourne donc vers cette dernière dans l'espoir qu'elle puisse leur en dire plus sur les dernières heures de vie de Debra, vu qu'absolument personne n'a été capable de le faire jusque-là, qu'il s'agisse de proches ou même d'éventuels inconnus qui auraient pu être témoins de quelque chose d'inhabituel. Quand les enquêteurs questionnent la copine de la victime, sa possible implication dans son meurtre est rapidement écartée, mais ce qu'elle leur raconte ne les aide pas à comprendre qui pourrait en être responsable. Un tout qui amène les investigations dans une impasse. Aucun suspect ne peut être isolé et l'affaire devient un cold case, tout du moins jusque l'année suivante. Parce que le 12 août 1986, c'est Henrietta Wright qui est retrouvée morte dans une allée située près du 2514 West Vernon Avenue à Hyde Park. Le corps de la femme de 35 ans est sous un vieux matelas et, tout comme Debra, elle a été tuée à l'aide d'une arme de poing calibre 25. Les modes opératoires de ces 2 crimes se ressemblent fortement et l'arme utilisée est elle aussi similaire. Alors, même si les 2 meurtres ont eu lieu à 1 an d'écart, la police fait rapidement le rapprochement. La seule différence entre les deux, c'est que l'angle depuis lequel le tueur de la seconde victime a fait feu sur elle indique clairement qu'il lui a tiré dessus pendant qu'elle se trouvait dans une voiture côté passager. Et si vous vous souvenez bien, c'est le même genre de situation que celle qui a été vécue par Enietra, qui, elle, a eu la chance d'y survivre. Malheureusement, encore une fois, l'enquête ne mène nulle part et le coupable est laissé libre de poursuivre sa traque, ce qui est facilité par le fait que la police ne communique pas au sujet de l'affaire. La communauté de South Central est gardée dans l'ignorance, alors même que les enquêteurs sont au courant qu'un potentiel tueur en série est en train de prendre ses marques dans le coin, des marques qu'il prend doucement mais sûrement, parce que le 10 janvier 1987, un peu après minuit, soit moins de 5 mois après le précédent meurtre, un signalement est fait au 911. Yes, I'd like to report a murder, a dead body or something in the alley. And I'm down the street at the phone. He threw her out, like he threw a gas tank on top of her, and the only thing you can see out is her feet. And the guy that dropped her off was driving a white and blue Dodge van, 1PZP. Did you get a look at him? I didn't see him. What's your name? Oh, I was standing anonymous. I know too many people. Okay then, bye-bye.
Qui qu'il soit, Laplan n'avait en tout cas pas tort parce que les officiers dépêchés sur place trouvent effectivement un corps à l'endroit indiqué. La dépouille est celle de Barbara Bethune Ware, une mère de 23 ans, et si la police peut immédiatement lier son meurtre à ceux de Debra et d'Henrietta grâce aux preuves dont ils disposent, ils ont cette fois enfin une piste vers laquelle partir. Parce que, rappelez-vous, l'homme qui a prévenu le 911 a pu apercevoir le véhicule de l'homme qui a déposé le corps dans l'allée, et il a même eu l'excellent réflexe de noter le numéro de plaque d'immatriculation. Grâce à ces précieuses informations, les enquêteurs peuvent remonter jusqu'au propriétaire du van Dodge décrit. Le souci, c'est qu'il appartient à la Cosmopolitan Church. En gros, les clés sont laissées dans le tiroir d'un bureau à la disposition des paroissiens qui fréquentent l'église et n'importe qui peut les prendre sans avoir à le signaler ou à s'en justifier auprès de qui que ce soit. Il est donc impossible de savoir qui conduisait le véhicule au moment où le corps de Barbara a été abandonné dans l'allée, mais l'avoir retrouvé représente tout de même une avancée parce qu'il peut à présent être analysé par la police scientifique à la recherche d'éventuels indices. Malheureusement, si le meurtrier a bien utilisé ce van pour transporter un ou des cadavres, il apparaît qu'il a été extrêmement précautionneux en matière de nettoyage, parce qu'en examinant l'intérieur, les enquêteurs ne trouvent absolument rien d'inhabituel. Cela dit, en voyant l'extérieur du véhicule, ils remarquent une incohérence qui leur permet d'en déceler d'autres, toutes en lien avec l'appel qui a été passé au 911 par un individu qui n'avait pas voulu révéler son identité. Et s'il n'a pas voulu le faire, ne serait-ce pas pour une raison autre que celle qu'il a donnée, parce que plusieurs choses ne sont vraiment pas cohérentes dans son témoignage. Pour commencer, il a fait comprendre à l'opératrice qu'il avait vu quelqu'un déposer le corps de loin, ce qui, après un déplacement à l'endroit indiqué, soulève plusieurs questions, notamment parce que l'allée concernée est plongée dans l'obscurité la plus totale pendant la nuit. L'éclairage public y est faible et le signalement a été fait après minuit, alors comment l'homme a-t-il pu fournir autant de détails, comme par exemple le sexe de la victime, s'il n'a même pas pu voir celui qui a jeté son corps? Comment pouvait-il être aussi sûr que c'était celui d'une femme, surtout dans l'obscurité, s'il se tenait à une certaine distance? Même chose pour le réservoir d'essence, déposé sur Barbara et sur ses pieds qui étaient visibles, des éléments que seule une personne proche aurait pu remarquer. Laplan a dit ça à l'opératrice du 911 sans aucune hésitation, comme s'il était vraiment sûr de lui, tout comme il semblait l'être au sujet du numéro de la plaque d'immatriculation du van, alors même qu'une échelle la cache partiellement et qu'il est difficile de la lire correctement si on ne se trouve pas à côté. Donc autant vous dire que, de loin, si le véhicule se trouvait dans une allée sombre de surcroît, ça paraît assez improbable qu'il ait réussi à discerner les chiffres et les lettres de manière aussi précise. À partir de ce moment-là, la police soupçonne plus que largement l'homme qui a permis la découverte rapide du corps de Barbara d'être celui qui l'a tué, puis déposé là avant de prévenir les autorités, dans le seul but de les narguer. Seulement, que ce soit vrai ou pas, les enquêteurs sont dans l'impossibilité de vérifier quoi que ce soit, et ça n'arrange pas leurs affaires parce que, la même année, 2 autres victimes sont à déplorer. 2 victimes, elles aussi tuées par une arme de calibre 25, puis sommairement cachées dans des tas de débris abandonnés dans différentes allées, un mode opératoire qui semble être la marque de fabrique du meurtrier. Grâce à des rapports balistiques, la police est en mesure de confirmer qu'entre 1985 et 1987, 5 personnes ont trouvé la mort après avoir reçu une ou des balles provenant de la même arme, des crimes, tous restés irrésolus. Pourtant, malgré cette constatation, le LAPD continue de garder le silence au lieu d'avertir la communauté du danger qui règne. Alors, est-ce à cause de cette absence totale de communication que le mystérieux conducteur de la Ford Pinto Orange a pu s'en prendre à Henrietta le 20 novembre 1988 ? C'est possible, et fin 1988, le nombre total de victimes probablement tuées par le même homme s'élève à 7, sans compter la tentative de meurtre qui marque un tournant dans l'affaire, parce que l'année suivante, elle commence enfin à être médiatisée, même si les faits décrits par KABC TV ne sont pas tout à fait exacts. En effet, la chaîne parle d'un criminel qui s'attaque seulement à des prostituées, ce qui est faux parce que certaines victimes, y compris Henrietta, n'avaient rien à voir de près ou de loin avec des travailleuses du sexe. D'ailleurs, le descriptif qui a été fait est tellement réducteur que cette dernière ne reconnaît même pas son propre agresseur et la communauté de South Central s'enflamme quand cette nouvelle fait la une, parce que ça faisait déjà un bon moment que la colère grondait parmi les habitants. Depuis plusieurs années, les meurtres de femmes noires se multiplient dans le sud de Los Angeles et, selon les proches des victimes, les crimes qui les concernent ne bénéficient pas de couverture médiatique ni même d'un intérêt suffisant de la part de la police,
d'autant plus quand la personne tuée se prostituait. Certains parlent même d'officiers qui seraient au courant et fermeraient volontairement les yeux, en d'autres termes, de membres de forces de l'ordre, de connivence avec des criminels. Pour tenter d'éveiller les consciences sur ces inégalités de traitement, un collectif nommé Black Coalition Fighting Black Serial Murders a été créé en 1986 et depuis, il ne cesse d'œuvrer dans le but d'obtenir justice et attention de la part des autorités comme des élus locaux. Heureusement, après l'agression d'Enietra, l'enquête progresse enfin et permet d'isoler non pas un, mais 2 suspects. Au cours de l'enquête, les soupçons des enquêteurs se portent tout d'abord sur quelqu'un que personne ne s'attendait à voir dans cette position, parce qu'il s'agit tout simplement d'un adjoint du shérif en poste depuis 18 ans. Le 23 février 1989, tôt dans la matinée, des officiers remarquent une voiture garée pendant leur patrouille et quand ils s'en approchent, le conducteur tente de reprendre la route d'une façon assez erratique, comme s'il était en état d'ébriété. Il tente également de se débarrasser d'une pipe à crack en la jetant par la fenêtre, alors forcément, ça ne fait qu'attirer un peu plus l'attention des policiers qui découvrent qu'à l'intérieur, il y a un dénommé Ricky Ross en compagnie d'une prostituée. L'homme de 40 ans est saoul et il fumait de la cocaïne avec elle, et ce dernier point paraît particulièrement ironique quand on sait qu'il fait partie de la brigade de lutte contre les stupéfiants. Sur le coup, il est laissé libre de regagner son domicile, mais les résultats d'une expertise balistique menée sur une arme retrouvée dans son véhicule le connectent au meurtre de 3 travailleuses du sexe commis en 1988, et il est donc rapidement placé en détention. Cette arrestation fait forcément beaucoup de bruit et ne manque pas de relancer la rumeur qui court, disant que les autorités pourraient bien être directement impliquées dans certaines affaires assez troubles. Les enquêteurs, de leur côté, se demandent immédiatement si Ricky ne serait pas leur tueur, celui qui sillonne South Central depuis 1985 en multipliant les victimes, d'autant plus que, selon le témoignage d'Enietra, le suspect est un homme noir qui a entre 30 et 40 ans et qui s'habille bien. Seulement, ce sont les seuls points communs qui existent entre l'adjoint du shérif trouvé dans une position délicate et la description qui a été faite du meurtrier recherché, parce que, pour le reste, leur visage ne se ressemble pas du tout. Finalement, après plusieurs mois d'enquête, une contre-expertise balistique demandée à un laboratoire indépendant prouve que celle qui avait été effectuée par le LAPD à la hâte était inexacte, ce qui permet la libération de Ricky. De plus, son arme était un 9 mm et non un pistolet de calibre 25, ce qui enfonce le clou sur son innocence. Il est donc mis hors de cause, en tout cas en ce qui concerne les meurtres dont je vous ai parlé, et c'est un retour à la case départ difficile pour la police qui se retrouve, encore une fois, sans la moindre piste. Et il faudra attendre quelques années pour qu'une nouvelle émerge parce que le meurtrier, qui était jusque-là si actif, prend une longue pause, ce qui lui vaudra d'ailleurs par la suite le surnom de Grim Sleeper, qu'on peut littéralement traduire par le sinistre endormi. C'est en 2005, soit 17 ans après le dernier meurtre qu'on lui connaît à ce moment-là, qu'il va refaire parler de lui, tout du moins indirectement. Le 3 août 2005, les enquêteurs reçoivent un coup de fil de la part d'un homme appartenant au bureau du procureur du comté de Fresno au sujet d'un certain Roger Haussmann qui vient d'être arrêté pour avoir enlevé 2 adolescentes noires. Après leur libération, les victimes ont révélé à la police que le ravisseur s'était vanté d'avoir tué plusieurs prostituées à Los Angeles et d'avoir disposé de leur corps en les roulant dans de vieux tapis et des couvertures avant de les jeter à l'eau. Surnommé Super Honky, cet ancien agent de recouvrement a, par le passé, également été proxénète. En 1991, Roger avait été arrêté pour avoir frappé une travailleuse du sexe avec un fer à repasser et cette dernière avait affirmé que pendant qu'il la battait violemment, son agresseur lui avait dit qu'elle était, je cite, « plus difficile à tuer que les autres ». Une chose abjecte qu'il a également répétée à un homme qui a assisté à la scène, un crime qui lui a valu au total une condamnation à 29 mois de prison. Suite à cette affaire, l'homme de 65 ans avait fait l'objet d'une enquête poussée concernant les meurtres de pas moins de 25 prostituées noires, âgées de 18 à 30 ans, qui avaient été tuées entre mai 1977 et novembre 1990. Du coup, pas étonnant que les autorités de Fresno aient appelé celles de Los Angeles quand on sait que Roger a avoué avoir tué des prostituées là-bas. Parce qu'il faut dire ce qui est, il a le profil idéal. Cela dit, il est blanc, ce qui veut dire qu'il ne ressemble en rien au suspect décrit par Enietra,
et un prélèvement ADN vient effectivement confirmer qu'il n'était pas le Grim Sleeper. Le véritable tueur est donc toujours dans la nature et il est, en réalité, déjà sorti de sa phase dormante depuis un moment. Un constat plutôt amer que vont faire les autorités début 2007. Le jour du 1er de l'an cette année-là, un SDF qui fouille une poubelle au 9508 Southwestern Avenue à Gramercy Park fait une macabre découverte en s'apercevant qu'au milieu des sacs remplis de déchets et de restes de repas de réveillon, il y en a un qui contient une main humaine. Les enquêteurs appelés sur place décident de ne pas faire les choses à moitié et embarquent carrément la benne à ordures histoire de pouvoir analyser son contenu dans son intégralité. Il y a bel et bien un corps de femme dedans. Elle a été tuée d'une balle dans le dos à l'aide d'une arme de calibre 25. Sauf que ce meurtre survient 2 décennies plus tard dans une ville où il y a des centaines de meurtres chaque année. Du coup, la police ne fait pas immédiatement le lien avec le tueur recherché dans les années 1980. La victime se nomme Janecia Lavette Peters et c'est sa mort qui permet une réelle avancée dans les investigations sur l'affaire qui était devenue un cold case, parce qu'entre-temps, de gros progrès ont été faits en matière de médecine légale. En effet, il semblerait que le meurtrier de la jeune femme de 25 ans ait laissé son ADN sur le collier de serrage avec lequel il avait fermé le sac contenant sa dépouille, ce qui va donner l'occasion à la police de pouvoir lancer des recherches. Malheureusement, une fois de plus, les enquêteurs font chou blanc parce que l'empreinte génétique de leur coupable n'est pas répertoriée dans le fichier national, ce qui veut dire qu'il n'a probablement jamais été arrêté ou, en tout cas, pas pour le genre de crime qui aurait rendu un prélèvement ADN obligatoire. Quoi qu'il en soit, la police se trouve dans une nouvelle impasse parce qu'ils ont l'ADN du tueur, sans que ça ne puisse les aider à faire la lumière sur son identité. En revanche, cette information va leur permettre de faire le lien avec d'autres meurtres, restés jusque-là irrésolus. Parce qu'il s'avère qu'en réalité, la découverte du corps de Janecia n'était que la partie visible de l'iceberg. En récupérant l'ADN du meurtrier de Janecia, la police remarque une correspondance avec celui du responsable de la mort de 2 autres femmes, dont une adolescente âgée d'à peine 15 ans. Princess Cheyenne Berthoumieux avait été portée disparue le 21 décembre 2001 et son corps nu a été découvert le 19 mars de l'année suivante dans les buissons d'une allée située près du 8121 South Van Ness Avenue à Inglewood. Le truc, c'est que, contrairement aux précédentes victimes du Grim Sleeper, elle a été étranglée et non pas abattue par balle. Il s'agit là d'une exception qui aurait rendu la possibilité de pouvoir connecter son meurtre aux autres beaucoup plus ténue, voire même impossible, si l'ADN du tueur n'avait pas pu être récupéré. De 7 victimes connues, le total passe à 10 en 2007 et les autorités sont à présent sûres que le meurtrier en série a effectivement repris du service. Elles doivent donc le retrouver au plus vite pour l'arrêter dans sa course parce qu'il pourrait être n'importe où dans les rues de South Central à chercher la cible de son prochain crime. Un groupe de travail spécial nommé le 800 Task Force se forme au sein du LAPD afin de traquer le Grim Sleeper, mais comme d'habitude depuis le début de l'affaire, la police fait son maximum pour que tout reste secret et qu'aucune information ne filtre. Seulement, c'était sans compter sur une journaliste du LA Weekly qui connecte les points, découvre le poteau rose et sort un article dévoilant tout ce que les forces de l'ordre gardaient sous cap jusque-là, ce qui les pousse à parler. C'est d'ailleurs cette même journaliste qui donnera au Grim Sleeper son fameux surnom. L'année suivante, il n'est plus question pour les enquêteurs de taire tous les liens qui ont été faits au fil du temps, et ils admettent enfin, officiellement, qu'un tueur en série sévit à South Central depuis 1985. Dès septembre 2008, une très généreuse récompense de 500 000 $ est promise à toute personne susceptible de pouvoir faire avancer les investigations, et de nouveaux portraits robots sont édités. Après ça, l'affaire prend une dimension nationale. Suite à ces révélations publiques, la pression se fait encore plus lourde sur la police alors qu'elle n'a toujours aucun suspect, mais heureusement, un événement tout à fait inattendu va leur offrir une piste des plus sérieuses sur un plateau d'argent. Courant 2008, un dénommé Christopher Franklin est arrêté pour avoir commis des infractions liées à la possession d'armes à feu et de drogue, et si cette information peut sembler n'avoir aucun rapport, c'est en réalité tout l'inverse, parce que l'année suivante, les autorités remarquent une étrange correspondance entre l'ADN de ce jeune criminel et celui du Grim Sleeper. Jeune parce qu'il n'a que 28 ans et qu'au milieu des années 80, c'était un enfant. Il n'a donc aucune chance de pouvoir être le tueur recherché, contrairement à son père, Lonnie David Franklin Jr. L'homme de 57 ans coche absolument toutes les cases
même si d'un point de vue extérieur, rien chez lui ne paraît réellement suspect. Il est marié depuis plus de 30 ans à une certaine Sylvia avec qui il a eu 2 enfants, dont Christopher, qui habite toujours chez ses parents. La famille vit au 1728 West 81e rue et les Franklin sont établis à South Central depuis un bon moment déjà parce que le père de Lonnie s'y était installé avant lui. Lonnie, de son côté, y est par ailleurs aussi connu qu'apprécié parce que c'est le voisin serviable qui fait du bénévolat dans le parc, ou encore l'homme très doué en mécanique qui répare régulièrement les voitures des gens du quartier pour pas grand-chose. Une prédisposition qui lui a même valu de travailler un temps comme mécanicien pour le LAPD au sein de la 70e Street Community Police Station. C'est aussi le genre d'ami à qui on peut demander à peu près tout, tant qu'on ne pose pas trop de questions sur la provenance de ce qu'on obtient, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, les agissements de Lonnie sont régulièrement répréhensibles et son casier judiciaire parle pour lui, mais à South Central, ça n'étonne pas grand monde vu que la délinquance est partout et qu'il n'est pas rare que les jeunes tombent dedans assez tôt. Le père de famille a été arrêté pour la toute première fois en 1969 à l'âge de 16 ans pour vol de voiture, mais n'a été réellement connu des services de police qu'à compter de 1989, à la suite de quoi il a fait quelques allers-retours en prison. 1 an en 1993 pour recel de biens volés, puis 270 jours en 2003 pour le même motif, mais il n'a pas fait que ça, parce qu'on trouve aussi dans son casier judiciaire 2 condamnations pour voies de fait. L'une d'elles ayant été effectuée avec une arme mortelle, elle lui a valu 90 jours d'incarcération. En fait, au fil du temps, Lonnie a été arrêté une quinzaine de fois pour diverses raisons, sans toutefois jamais l'avoir été pour un quelconque crime grave. Et là vous allez me dire, mais avec toutes ces condamnations, comment est-ce qu'il a bien pu passer à travers les mailles du filet si c'est bien lui, le Grim Sleeper? La réponse est simple, à cause d'un manque de ressources. En 2004, une loi d'État nommée Proposition 69 est votée par référendum en Californie et elle rend le prélèvement ADN obligatoire pour tout criminel condamné. Lorsqu'il était incarcéré en 2003, Lonnie était déjà sous probation et, à sa sortie de prison, il l'était encore, mais sans surveillance cette fois. Sachant qu'entre novembre 2004 et août 2005, le service de probation n'avait tout simplement pas les ressources nécessaires pour pouvoir collecter l'ADN de tous les criminels qui étaient sous probation sans surveillance, beaucoup ont pu y échapper. L'empreinte génétique de Lonnie n'a pas été recueillie à ce moment-là, et vu que ce n'est qu'à partir de 2009 que le prélèvement obligatoire s'est étendu également aux personnes arrêtées pour avoir commis certains types de méfaits, il est totalement passé à côté. Après ça, le suspect n'a plus été condamné. Résultat, la police n'a pas ses données génétiques et elle tourne en rond, jusqu'à ce que l'arrestation de son fils, en 2008, mette enfin les enquêteurs sur la bonne voie. Contrairement à son père, Christopher a bien été soumis à un prélèvement ADN, et lassé de ne trouver aucune correspondance entre l'empreinte génétique du Grim Sleeper et celle des criminels présents dans leur base de données, les enquêteurs finissent par étendre leurs recherches à des profils hautement similaires. Assez similaires pour que les personnes répertoriées soient des membres de la famille du meurtrier. C'est par ce biais qu'ils ont obtenu un résultat, mais ce n'est pas la seule chose qui alimente les soupçons de la police à l'égard de Lonnie. Il s'avère que dans les années 80, l'homme était éboueur pour le département de l'assainissement de Los Angeles et qu'il connaît parfaitement l'emplacement de chaque petite allée ou chaque petite ruelle peu fréquentée de South Central. Des endroits qui sont ceux où le tueur en série a disposé des corps de toutes ses victimes. Chaque dépouille a d'ailleurs été abandonnée assez près de la maison de Lonnie et, hasard ou coïncidence, sa femme Sylvia est une fervente chrétienne qui, à l'époque, fréquentait l'église à laquelle appartenait le fameux van, celui mentionné par la personne qui avait appelé le 911 en 1987. Le problème, c'est que même après avoir découvert tout ça en 2009, les enquêteurs n'ont aucune preuve tangible et pour accuser formellement quelqu'un d'avoir commis au moins une dizaine de meurtres, il leur en faut une qui soit indiscutable. Bref, ce sont non pas des soupçons basés sur des coïncidences, mais bien des certitudes qu'il leur faut, et ça ne peut être obtenu que via l'analyse de l'ADN de Lonnie. La police va alors attendre le bon moment et échafauder un plan pour pouvoir le recueillir sans que le suspect ne se doute de rien. Un suspect qui est bien loin de se douter qu'il va provoquer sa propre chute, simplement en entrant dans une pizzeria. Le 5 juillet 2010, en début d'après-midi, Lonnie se rend à la fête d'anniversaire d'un enfant de son entourage, qui est célébrée à la pizzeria John's Incredible Pizza, située à Buena Park. Mais, entre serveurs qui amènent nourriture et boissons aux clients et employés qui font exploser des ballons, dans la salle de réception numéro 4,
il y a aussi un officier de police sous couverture qui s'applique à isoler tout ce que l'homme de 57 ans a touché avant de le placer sous scellé. Sans qu'il n'en ait conscience, les agissements de Lonnie sont étroitement surveillés par des membres de forces de l'ordre habillés en civil qui récoltent ce jour-là une part de pizza entamée, une fourchette, 2 serviettes, 2 gobelets en plastique et un morceau de gâteau au chocolat. Des restes et objets sur lesquels il a parfois laissé son ADN qui est immédiatement prélevé et envoyé en laboratoire pour analyse, une analyse dont les résultats révèlent une correspondance parfaite avec les données génétiques du tueur en série recherché depuis 1985. The suspect that has been known to many as the Grim Sleeper. The suspect is Lonnie David Franklin, 57 years of age. He has been arrested. The district attorney's office is filing multiple counts. I believe at this time it's 10 counts of murder, 1 count of attempt murder. Sauf que, après son arrestation, qui a eu lieu le 7 juillet 2010, Lonnie nie tout en bloc quand on lui présente une photo de Janecia pendant son interrogatoire. Why would you be identified? I don't know. I don't know. I know a lot of people, but I don't know her. Okay. All right. So do you know how I'm sure you've probably heard about DNA. Mm-hmm. Okay. Well, your DNA was identified in relation to this young lady's death. Okay. No, I'm just saying. That's what you're telling me, so that's all I can. Yeah, that's all I can say. How could that happen? I don't know. You have no idea? I have no idea. You've never seen this lady before? No, I haven't. In your life? No, I haven't. Étrange quand on sait qu'au milieu du bazar qui règne chez Lonnie, il y a ce cliché sur lequel on peut voir Janecia, qui avait d'ailleurs tout l'air d'être déjà morte quand il a été pris. Et les réponses du suspect ne vont pas être plus honnêtes par la suite, malgré les photos de victimes qui finissent par littéralement se chevaucher sur la table devant lui, faute de place. I mean, all of these people that you say you don't know, through scientific evidence, are all pointing the finger at Lonnie David Franklin Jr. Sit there and look at their faces, all staring at you, pointing that finger at you. Lonnie refuse d'avouer, et ce, malgré les preuves supplémentaires qui s'entassent contre lui à chaque minute que la police passe dans sa maison. À l'intérieur, les forces de l'ordre découvrent plus de 1000 photos de femmes, conscientes ou pas, et des supports contenant plusieurs centaines d'heures de vidéos qui mettent certaines d'entre elles en scène, parfois dans des poses suggestives. Sur le dernier cliché, on peut voir Enietra, celle qui a survécu à sa rencontre avec le Grim Sleeper, inconsciente et déjà blessée. Chez Lonnie, il y a également des papiers d'identité, des sous-vêtements et des objets qui appartiennent de toute évidence à d'autres femmes que la sienne. Les policiers y découvrent aussi des documents qui indiquent que l'homme a été militaire dans sa jeunesse, mais qu'il a été renvoyé de l'armée pour conduite déshonorante en juillet 1975 pour avoir, 1 an plus tôt, participé au viol en réunion d'une adolescente dans la ville allemande de Stuttgart. La victime est une dénommée Ingrid W qui avait 17 ans à l'époque des faits et a rapporté son agression à la police en précisant qu'on l'avait prise en photo juste après. Bref, difficile d'être crédible quand on nie sa culpabilité en ayant ce genre de choses dans sa propre maison, en plus de posséder une arme du même calibre que celle qui a été utilisée pour abattre quasiment toutes les victimes. Lonnie se défend en disant qu'elle appartient à son beau-frère, mais personne n'est dupe et il aurait de toute façon eu du mal à trouver une excuse concernant les centaines de photos qu'il a probablement prises lui-même. Elle représente d'ailleurs un casse-tête pour les enquêteurs qui peinent à identifier la plupart des femmes qui ont été photographiées, pour certaines il y a plus d'une vingtaine d'années. En voyant que c'est une tâche quasi impossible, ils finissent par rendre une partie des images publiques en espérant que des gens reconnaîtront l'une de leurs proches et pourront les renseigner. Lonnie, de son côté, est jugé et condamné en 2016. Lonnie Franklin Jr. for the first-degree murder of Deborah Jackson as alleged in count 1 and the special circumstance of multiple murder. It is the judgment and sentence of this court that you shall suffer the death penalty. Une peine capitale qui ne lui sera jamais infligée parce que le 28 mars 2020, la vie va prendre la justice de court. Franklin died on what was California's death row at San Quentin State Prison, cause unknown, though there were no signs of trauma. Lonnie décède à l'âge de 67 ans et n'a rien avoué avant de mourir, donc nombre de femmes qui apparaissent sur les photos retrouvées chez lui restent, aujourd'hui encore, non identifiées. Par ailleurs, il est à noter que s'il a été condamné pour une dizaine de meurtres, la police le suspecte fortement d'avoir pris la vie d'au moins 6 personnes supplémentaires
sans toutefois avoir pu le prouver formellement. On peut par exemple citer Thomas Sylvester Steele, un homme de 36 ans qui a trouvé la mort le 14 août 1986 à l'intersection de la 61e rue et d'Aldale Avenue. Les enquêteurs pensent que c'était peut-être un ami de l'une des femmes tuées ou alors qu'il avait découvert ce que tramait Lonnie. De même, sa toute première victime ne serait pas Debra Jackson, mais Sharon Alicia Dismuke, dont le corps nu a été retrouvé le 15 janvier 1984 dans une station-service abandonnée. La jeune femme de 21 ans a été abattue à l'aide d'une arme de calibre 25, ce qui n'est pas sans rappeler le mode opératoire du Grim Sleeper. Il est en réalité impossible de savoir combien de personnes il a tué exactement, mais les autorités parlent de 25 au bas mot et pensent même qu'il est possible qu'il n'ait en fait jamais pris la pause qui lui a valu son surnom. Enietra, que l'on pensait être la seule victime du Grim Sleeper lui ayant survécu, se fait maintenant appeler par son deuxième prénom, Margette, et elle a eu le courage de prendre la parole face à son agresseur pendant le procès. En 2022, elle a déclaré qu'elle n'était pas une survivante, parce que les survivants vivent au jour le jour, et qu'elle préférait se décrire elle-même comme une conquérante qui va plus loin. Si Margette est toujours officiellement considérée comme étant la seule à s'être tirée vivante de sa rencontre avec le Grim Sleeper, en 2018, une certaine Monica Hunter a elle aussi témoigné du fait qu'il l'avait agressée en 1986. Il reste donc de nombreuses zones d'ombre dans cette affaire qui a, entre autres, été marquée par beaucoup d'erreurs commises par la police. Christopher, le fils de Lonnie, a dit dans le documentaire HBO Tale of the Grim Sleeper que son père avait beaucoup d'amis parmi les officiers du LAPD et que certains l'admiraient même pour avoir, je cite, « nettoyé les rues ». De quoi relancer le débat concernant d'éventuels actes criminels cautionnés par les autorités. Des autorités qui ont d'ailleurs volontairement gardé le silence concernant le fait qu'un tueur en série sillonnait les rues de South Central en ciblant exclusivement des femmes noires pour beaucoup prostituées, et ce pendant de nombreuses années. La plupart des proches de victimes n'ont su la vérité qu'en 2008 grâce à la presse, et on peut se demander combien de vies auraient pu être sauvées si la police avait mis la population au courant dès le départ. Le profil du Grim Sleeper et de ses victimes me fait beaucoup penser à l'affaire Samuel Little, le tueur en série le plus prolifique de l'histoire des États-Unis. Si vous ne connaissez pas son histoire, j'en ai fait une vidéo que vous pourrez retrouver ici. Merci encore à MyHeritage d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Allez le tester, au moins pendant les 14 jours gratuits, en utilisant le lien que je vous laisse en description. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo si jamais vous découvrez des trucs insolites ou même intéressants dans l'histoire de votre famille. On se retrouve lundi prochain et comme d'habitude, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut.